Et salut à tous, c'est Timo pour Against Soul Authority et je suis avec Bioran, ancien manager League of Legends des Millennium, actuel manager Xenodragon. Écoute, tout d'abord, comment ça va Bioran? Écoute, ça va bien. Je suis content d'être à la Paris Games Week. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, ça faisait bien 2 ans, je crois. Un petit retour aux sources là. Bon, toujours autant de bruit, mais ça va. Ok. Écoute, j'ai envie de te poser une première question. T'as quitté Millennium il y a un mois environ, hein, peut-être un petit peu plus. J'ai envie de te demander pourquoi tout d'abord. La plupart des gens savent que Millennium a été vendu à Webedia en début d'année. Donc ça a engendré beaucoup de changements, notamment le déménagement de toute l'activité en banlieue parisienne à Levallois. Ça, plus le fait que ça se tourne vraiment sur la partie média, ce sera vraiment quelque chose qui est tourné sur tout ce qui est média et site internet, etc. Et un peu moins sur ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire vraiment l'e-sport à l'état pur. Ça a fait que on s'est mis d'accord et j'ai quitté Millennium pour me relancer dans un projet qui me semblait plus, qui correspondait plus à mes attentes en fait, si tu veux. D'accord. Donc pour toi, Millennium est de moins en moins axé e-sport. Je dirais pas jusque là, mais disons, ils sont axés e-sport évidemment, mais ils sont plus sur la partie. Vraiment sur tout ce qui est images, web TV, plutôt avoir la priorité des équipes, ça doit être de pouvoir faire de l'audience pour pouvoir monétiser tout simplement toutes ces choses-là. Et je suis plus, moi, dans l'esprit de me dire qu'on doit faire des performances pour être médiatisé après et pas l'inverse, quoi. Pas prendre des joueurs qui ont beaucoup d'aura juste parce qu'il faut que ça soit... grâce à ça qu'on fasse des stats, etc. Mais bon, c'est tout à fait leur point de vue est tout à fait défendable. Je ne vais pas critiquer. C'est juste que ça ne correspond pas à mon état d'esprit en fait. Et j'ai eu un peu de mal sur la fin avec Millennium, car à plusieurs reprises, on a vraiment fait des choix stratégiques qui étaient plus basés là-dessus que sur purement aller chercher les meilleures équipes. On a eu des opportunités pour faire des grosses opérations qu'on n'a pas faites parce que c'était un peu on y va pas, on fait pas. Enfin, c'est difficile d'en parler comme ça parce que je dis des choses et puis après on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière si tu veux. Voilà. Mais tu dis grosse opération par exemple. Typiquement, je te donne un exemple que peu de gens savent. Il y a à la dernière fois quand je suis venu à la Paris Games Week, j'étais en négociation avec l'équipe Fnatic qui était OK pour venir chez Millennium à l'époque. Donc c'était à l'époque, il y avait Peke, Cyanide, Yellowstar, Soaz et le cinquième, je ne sais plus qui c'était. Bon, enfin, voilà. Non, c'était pas encore Reckless, il n'y avait pas eu encore. C'était à l'époque où c'était la Paris Games Week où Iraku avait joué avec eux pour faire le cinquième justement. Et ils avaient fait le tournoi, le tournoi, l'équivalent de l'Asus. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, on aurait pu signer cette équipe et avoir le slot SCS de Fnatic. Ça ne s'est pas fait parce qu'au dernier moment, chez Millennium, on a dit non, mais ça va coûter trop cher et on a d'autres priorités en ce moment. Voilà. Et typiquement, voilà le type de choses qui auraient pu se faire, qui auraient peut-être changé complètement l'image de Millennium aujourd'hui. D'accord. Alors il y a quand même une équipe League of Legends chez Millennium que tu as managée, avec qui tu as passé un petit peu de temps. Qu'est-ce que tu penses de manière générale de cette équipe League of Legends? C'est une équipe qui a du potentiel? Ouais. Je pense que vu le contexte actuel, ils ont toutes leurs chances d'aller en Challenger Series. Pour moi, ils ont vraiment le potentiel. S'ils s'en donnent les moyens, s'ils sont tous à fond, c'est un peu ça. Ils ont des joueurs qui peuvent se disperser un petit peu dans cette équipe. Mais s'ils sont vraiment focus sur les choses et qu'ils travaillent certes sur leurs petits défauts, ils ont quand même quelques défauts, notamment au niveau des pics, certains moments où ils sont un peu limités dans leurs pics. Mais s'ils arrivent à régler ça, ils ont tout à fait le niveau pour passer en Challenger Series. D'accord, très bien. Alors tu as maintenant monté ta structure, Xenodragon. Alors j'ai envie de te poser une première question, pourquoi avoir choisi ce nom-là? Pour le XD, tout simplement. Donc il fallait trouver quelque chose qui allait sur le XD parce qu'on s'est dit on veut prendre un short name qui soit facile à retenir. Voilà, donc voilà pourquoi Xenodragon, tout simplement. D'accord.
Est-ce que tu peux nous décrire les différentes étapes de la construction de cette équipe? Est-ce que ça s'est fait très vite? Est-ce que ça a été un petit peu plus difficile? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'y pense. Et je ne voulais pas me lancer sans avoir autour de moi les personnes que je désirais avoir. C'était super important pour moi, plus encore que de savoir quels joueurs, quelles équipes on allait avoir. C'est avec qui je pouvais travailler et est-ce que je pouvais avoir des gens qui me permettent d'avoir l'équilibre suffisant pour pouvoir aborder toutes les parties de ce métier en gros. Donc aujourd'hui, bon, le seul qui a été annoncé c'est Rico, mais il y en a 2 autres qui vont suivre dans les prochaines semaines. Voilà. Et je suis très content des gens avec qui je vais bosser. Et je pense que, voilà, sachant que j'ai ces gens derrière moi pour conduire ce projet, je suis très confiant sur nos chances de réussir. Alors donc justement, tu as parlé de Rico. Alors Rico, il faut savoir que c'est l'ancien coach des Dignitas. Hein, il était aussi chez Millennium. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement, Rico, chez Xenodragon? Quel va être son rôle exactement? Alors lui, il va avoir surtout un rôle orienté sur tout ce qui est marketing et toute la partie business de Xenodragon, plus que sur la partie... Il n'a pas envie d'être... Aujourd'hui, c'est plus du tout son envie d'être derrière une équipe et de coacher une équipe. Évidemment, typiquement, si on prend une équipe masculine surtout, il va être derrière pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais il ne sera pas directement le coach, du moins pas au départ. Ce n'est pas du tout son objectif dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être derrière avec moi pour essayer de monétiser l'équipe pour arriver à se développer, quoi. D'accord. Alors la première line-up annoncée des Xenodragon, donc c'est cette équipe féminine. Est-ce que ça s'est fait un petit peu dans la précipitation en vue de la PGW, en vue du tournoi féminin? Ou est-ce que c'était quelque chose de très réfléchi à l'avance? Tu t'es dit directement en montant le projet, je veux une équipe féminine? Non, je dois avouer que c'était une opportunité en fait. À l'arrivée donc de ce tournoi féminin à la Paris Games Week, bon, je connais beaucoup de gens, notamment en Pologne. Et il y a un de mes contacts qui m'a dit j'ai une super équipe féminine qui marche très fort actuellement. Elle cherche une structure. Donc je dois t'avouer que dans un premier temps, j'ai pensé à elle en me disant peut-être que Millennium pourrait les soutenir parce que effectivement c'est une belle équipe. Et puis le fait que j'arrive à avoir l'accord en fait, des autres personnes avec qui je voulais travailler, plus cette opportunité-là, j'ai préféré garder cette équipe pour l'amener ici à la Paris Games Week. Et donc oui, et ça a déclenché un peu plus vite aussi la création et la présentation de notre projet. Parce qu'il y avait c'est une belle opportunité quand même de participer à la Paris Games Week. C'est un tournoi qui est un des tournois principaux de l'événement. Donc voilà, puis c'est du haut niveau international au niveau féminin. Et je pense de toute façon que la scène féminine va avoir tendance à se développer de plus en plus dans les prochaines années. Donc voilà, justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que c'est viable pour une structure d'avoir une équipe féminine aujourd'hui? Je pense que c'est une très belle vitrine pour une structure. Ce n'est pas des joueuses professionnelles, donc c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc c'est pas un gros risque de prendre une équipe féminine. Et par contre, ça attire énormément les médias. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Et en plus de ça, je pense qu'il y a vraiment... Même si tous les gens vont encore râler, c'est un jeu qui est mixte, que tout le monde a les mêmes capacités physiques pour jouer, pour faire du jeu vidéo. Je ne connais pas une seule fille. Enfin, je connais des personnes qui ont changé de sexe, voilà. Mais en dehors de ça, tu n'as aucune fille qui a été au plus haut niveau dans un jeu qui est vraiment professionnel aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas pour rien. Il faudrait peut-être... Kayane. Ouais, mais Kayane, c'est pas la scène pro au niveau où on peut la concevoir avec du CSGO aujourd'hui, du League of Legends. Voilà, c'est une joueuse exceptionnelle. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Mais voilà, donc posons-nous les vraies questions. Au bout d'un moment, il n'y a que des garçons qui réussissent. Est-ce que le seul moyen de faire venir des filles à la compétition, ce n'est pas de créer des ligues spécifiques pour elles? Moi, je pense que ça serait quand même quelque chose d'intéressant et ça amènerait du renouveau et un peu moins de... Enfin, voilà, je pense que c'est bien.
c'est bien pour l'e-sport d'une manière générale. Mais est-ce que tu penses que ces ligues féminines réussiraient à emmener autant de gens, autant de viewers que les ligues classiques, les ligues masculines du coup? Pas fort. Certainement pas forcément si on regarde juste la performance, si tu veux. Parce que c'est vrai que dans un jeu vidéo, tu regardes les images que tu as à l'écran. Donc tu ne regardes pas la personne qui est en train de jouer derrière. Mais je pense en même temps, regarde par exemple dans le sport traditionnel, tu as du basket féminin. Elles ne vont pas faire les mêmes performances que des joueurs. Tu compares un match de NBA et un match de championnat, même de championnat du monde de basket féminin. Tu ne vas pas avoir des matchs des types qui montent sur la tête des autres. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un intérêt pour le public. Parce que c'est quelque chose de différent. Il faudra le vivre certainement comme quelque chose de différent d'une certaine façon. D'accord. Alors, vous avez pour le moment une équipe féminine. Tu nous as parlé peut-être d'une éventuelle équipe masculine qui rejoindrait. Est-ce que tu as peut-être l'envie de t'étendre sur d'autres jeux éventuellement? Il y a CSGO qui est vraiment un jeu formidable aussi. C'est le jeu sur lequel on a débuté d'ailleurs avec Millennium, sur lequel j'ai passé des années aussi à avoir des équipes sur CS 1.6 à l'époque. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel j'ai envie de retourner. Voilà. Bon, c'est très compliqué parce que aussi bien pour League of Legends que pour CSGO, pour atteindre le haut niveau, il faut énormément de moyens. Donc il va falloir être malin, arriver à recruter les joueurs qui peuvent nous permettre d'amener de la lumière sur notre structure sans que ça nous coûte trop cher dans un premier temps. Mais c'est à nous de montrer qu'on est vraiment pro de ce côté-là. Donc c'est autant notre travail à nous en tant que Xenodragon que celui des joueurs qui vont rejoindre l'aventure. Voilà. Alors tu as parlé d'une équipe League of Legends masculine éventuellement. Est-ce que tu as peut-être quelques idées, quelques noms? J'ai des idées, j'ai pas de nom aujourd'hui. Alors, la période est très compliquée aujourd'hui pour construire une équipe parce qu'on est en plein dans la période des transferts des LCS et tu as beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui libres entre guillemets mais qui espèrent se faire recruter par une équipe Challenger ou encore mieux par une équipe LCS. Donc j'ai pas mal de contacts avec tu t'imagines que j'ai beaucoup de réseaux dans ce milieu. Mais je suis un peu obligé de temporiser en ce moment pour que les choses se mettent en place déjà au niveau, que tout soit carré au niveau des teams LCS, pour que les joueurs puissent se dire bon mais ça va, ok ton projet finalement c'est pas si mal, tu vois, bon ça sera un second choix pour eux évidemment, ce qui est totalement compréhensible. Mais voilà, il y a moyen de faire des choses. Mais je peux pas te donner de nom aujourd'hui parce que j'ai rien de déterminé quoi. Alors dernière petite question. Xenodragon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans quelques années, elle puisse rivaliser avec d'autres structures françaises peut-être non seulement au niveau e-sportif, au niveau des équipes, mais aussi peut-être au niveau d'une web TV, au niveau d'une rédaction. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que tu comptes apporter à Xenodragon? Alors, au niveau de la rédaction, pas du tout. Parce que notre analyse aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a déjà pas mal de rédactions qui sont en place. Typiquement AA, Millennium, Vacarme sur CS, enfin il y a quand même déjà des gros sites internet qui sont en place, donc je ne vois pas arriver à nous faire notre place là-dedans. Ça coûte très cher, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et on n'a pas, nous aujourd'hui, il faut qu'on fasse un choix. Si on veut être pointu au niveau e-sportif, il faut qu'on mette toute notre énergie là-dedans. La Web TV, oui, on aura certainement une chaîne. Dans les prochaines, ça fait partie des prochaines choses qui vont apparaître pour mettre en avant nos joueurs, mais pas en tant que streamer individuel, mais en tant qu'équipe, si tu veux. L'idée, c'est vraiment sur notre chaîne, il va y avoir des émissions un peu plus généralistes où on discutera, qui seront plus orientées un peu talk show, on va dire. Mais ce qu'on retransmettra au niveau du jeu, c'est le jeu, les entraînements de nos équipes, ça peut être du leader sur League of Legends, ça peut être... Si tu es sur CSGO, tu as pratiquement un match de compétition tous les soirs, tellement il y a de ligues aujourd'hui sur CSGO. Voilà, donc retransmettre ces choses-là et faire intervenir les coachs, les managers derrière pour faire du didacticiel en fait, un petit peu derrière. Pour expliquer aux gens pourquoi ci, pourquoi là, sans dévoiler les stratégies les plus importantes de l'équipe. Mais voilà, essayer de faire comprendre au grand public quels sont les choix et comment ça fonctionne une équipe en fait par derrière. Donc on va plutôt s'orienter sur ce créneau-là, qui est vraiment l'e-sport vraiment sur la partie très compétitive. Mais pas du tout avoir des joueurs streamers.
pour moi, c'est quelque chose. Ça demande trop d'énergie à un joueur d'être streamer en fait, en même temps. Tu prends un joueur comme, tu prends un joueur comme Gob par exemple, qui stream 4 heures par jour tous les jours. Quand il était chez nous, quand il venait jouer, faire ce scrim l'après-midi, il était déjà fatigué. Il avait déjà fait ses 3-4 heures de game le matin. En plus, il devait parler avec son auditoire. Et il arrivait chez nous, il avait qu'une envie. Enfin, il faisait sa game, mais il n'avait pas le même pouvoir de communication, la même énergie à mettre, à donner à son équipe. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemples qui sont difficiles à mixer, si tu veux, pour avoir une équipe de haut niveau, selon moi. C'est mon opinion. Après, d'autres donneront autre chose, mais moi, c'est mon opinion. Bah écoute, merci beaucoup Bjorn pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin du coup. Bah écoutez, si, je sais que le public de AAA sont des fervents supporters de Bjorn, donc je les salue. J'espère que, ne serait-ce par cette interview, déjà, ils comprendront un peu plus ma façon de penser et ce qui a pu se passer, le pourquoi du comment. À certains moments, les performances n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce que les gens auraient pu espérer. Voilà, donc je suis très content de pouvoir communiquer. Je l'ai rarement fait chez Millennium parce que j'ai toujours eu tendance à me mettre derrière. J'étais toujours en retrait. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de se mettre devant. Pour moi, les stars, c'est les joueurs, dans un premier temps. Là, c'est vrai qu'avec Xenodragon, on lance Xenodragon, donc je fais beaucoup plus d'interviews. Je parle parce que c'est normal, il faut que je vende ma structure aussi, tu vois. Donc à un moment ou à un autre, c'est ce qui est différent. Mais voilà, donc je salue... Et ne croyez pas que je n'aime pas les auditeurs de AA, parce que je les connais depuis très longtemps pour certains. Mais voilà, donc ça me fait plaisir, très plaisir de pouvoir communiquer et j'espère qu'ils comprendront un peu mon message. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Bjorn.